Où va le monde? Vaste question, aurait dit en son temps le général de Gaulle. Rarement pourtant question n'aura été autant d'actualité qu'en cette fin 2010. À voir les journaux télévisés, à entendre les radios, à lire les commentaires de la presse française et internationale, on a l'impression que le désordre, pour ne pas dire le chaos, est partout. Pour parler de ce monde qui part, de ce monde qui vient, nous avons invité Thierry de Montbrial, qui est sans doute l'un des plus fins connaisseurs de la géopolitique mondiale. Alors Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Vous avez une formation scientifique, vous êtes un X-Min et vous avez aussi un PhD de Berkeley en économie, docteur en économie. Et vous êtes à la fois un créateur et un entrepreneur. Vous avez créé le département d'économie à Polytechnique il y a une vingtaine d'années, je crois. Beaucoup plus, 36 ans. 36 ans. Oui. Et vous avez surtout créé il y a plus de 30 ans, 31 ans exactement, l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et l'IFRI est devenu un des plus célèbres think tanks du monde. Vous êtes dans les 10 premiers mondiaux hors États-Unis. Et chaque année, l'IFRI publie un ouvrage, Ramsès, qui est une sorte de bible des événements mondiaux de l'année écoulée. Non seulement vous y analysez les événements, les tendances de fond, mais vous vous essayez aussi à la prospective. Alors le cru 2011 de Ramsès a un titre fort explicite, un monde post-américain. Alors certes, vous mettez un point d'interrogation derrière, mais on a l'impression que c'est pour la forme, car le seul fait de poser cette question, c'est déjà répondre à la question, non? Oui, pour moi, le XXe siècle s'est achevé en 1990. C'était un siècle court d'ailleurs, 1918 et 1990. Je parle bien sûr de siècle politique. Et le XXIe siècle a commencé en 2008. Pas 2001. Pas 2001. Pas le 11 septembre 2001. C'est-à-dire que, pas le 11 septembre 2001, non. C'est-à-dire que toute la période qui va, si vous voulez, de la chute de l'Union soviétique à la crise financière, car c'est ça qui est important, est une sorte de période de transition pendant laquelle, justement, il était assez difficile de voir quelles étaient les lignes de force du nouveau monde. Et je crois que maintenant, on voit les lignes de force du nouveau monde. Et ce monde, je le caractérise par 3 adjectifs. C'est un monde multipolaire, hétérogène, et global. Chaque mot a son importance. Alors, multipolaire. Alors, multipolaire, si on le voit en creux, ça veut dire que plus aucun pays, et pas même les États-Unis, n'est capable d'exercer un leadership. Il faut donc une sorte de partenariat entre un certain nombre d'acteurs, des pôles, mais en même temps, ces pôles ne sont pas, c'est pas une liste qui est figée, c'est une liste de surcroît qui peut dépendre des sujets traités. Donc, une espèce de pôle à géométrie variable, de monde multipolaire à géométrie variable. C'est une équation complexe. C'est une équation complexe et dans laquelle les États-Unis se trouvent extrêmement mal à l'aise. Parce que les États-Unis ont pris l'habitude, en fait, c'est une longue histoire, ça a commencé à la fin du XIXe siècle, après la guerre de sécession, de devenir les primus inter pares ou les primi inter pares. Et l'idée de ne pas être les leaders, c'est quelque chose qui leur va très mal. Soit dit entre parenthèses, pour être un leader, il faut des followers. Pour diriger, il faut avoir des gens qui vous suivent, et c'est l'un des gros problèmes américains à l'heure actuelle. En tout cas, ce monde n'a plus de leader clair, il requiert pour sa gouvernance des formes de coopération qui sont littéralement sans précédent. Ça, c'est l'aspect multipolaire. Alors, pour terminer sur l'histoire, on pourrait dire que le 19e a été le siècle de la Grande-Bretagne, le 20e le siècle des États-Unis, et le 21e... non. Si vous voulez me faire dire que ça va être le siècle de la Chine, c'est d'aller un petit peu vite en besogne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le déclin de la Grande-Bretagne a commencé en réalité à la fin du XIXe siècle. Et quand on regarde aujourd'hui, quand les historiens regardent cette période avec donc le recul qui caractérise les historiens, on voit bien que le système de domination britannique s'est effrité, il a commencé à s'effriter avec en même temps la montée des États-Unis qui elle-même était consécutive en réaction, si vous voulez, à la guerre de sécession. Il ne faut jamais oublier l'importance de la guerre de sécession dans tout cela. On veut dire la guerre de sécession pour parler du XXIe siècle, oui, justement. Et le déclin de la Grande-Bretagne a été un processus qui s'est étendu sur plusieurs décennies. Et le choc, d'ailleurs, qui a fait prendre brutalement conscience du détrônement de la Grande-Bretagne, c'est évidemment la dévaluation de la livre sterling en 1931 dans le contexte d'une rivalité justement de plus en plus forte après la Première Guerre mondiale entre la livre sterling et le dollar. Qui sonne réellement. Oui, mais justement, ça a commencé bien avant. La Première Guerre mondiale a donné un premier coup extrêmement dur à la Grande-Bretagne et naturellement la Seconde Guerre mondiale l'a achevé, comme elle a achevé d'ailleurs l'Europe. Ce que j'essaye de dire, c'est que
parler de déclin. Déclin n'est pas décadence. Il faut faire très attention aux termes qu'on emploie. Et déclin est réversible alors que la décadence ne l'est pas. Je souligne ça pour être prudent. Mais le déclin est un long processus dont on ne prend conscience que lentement. Ce que je veux dire, évidemment, c'est que s'il est vrai que les États-Unis sont aujourd'hui engagés dans un processus de déclin, l'interprétation au jour le jour est extrêmement délicate car ça s'étendra de toute façon sur plusieurs décennies. Alors ça, c'est l'aspect multipolaire. Multipolaire, hétérogène. Eh bien, hétérogène, ça veut dire que, contrairement aux illusions consécutives à la chute du système soviétique, l'idée de la fin de l'histoire, l'idée de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, la démocratie, l'économie de marché, tout ça. Un seul système, un seul système et tout ça va transformer la planète pour toujours vers une forme de paradis terrestre. Tout cela, évidemment, a succombé. Le 11 septembre, de ce point de vue, on n'a peut-être pas le temps de parler de ça, mais pour moi, est un très grave et très significatif incident de parcours, mais je ne crois pas. Mais il est beaucoup plus révélateur de quelque chose en cours qu'initiateur d'un phénomène nouveau. Hétérogène, ça veut dire que l'idée que les valeurs, disons occidentales, la démocratie occidentale, les valeurs occidentales, notamment autour de la démocratie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la démocratie? Car c'est bien la question sous-jacente, que tout cela va submerger le monde comme la parole des évangiles. Tout ça, évidemment, s'est écroulé. Nous devons aujourd'hui admettre cette hétérogénéité culturelle et même de valeurs, n'est-ce pas, du monde. Parce qu'il y a d'un côté les valeurs chinoises asiatiques, le monde asiatique, et puis aussi l'islam. Oui, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que si on parle par exemple un instant de démocratie, parler de démocratie ou des droits de l'homme par exemple en termes abstraits ou philosophiques, c'est une chose. En parler en termes concrets, c'est-à-dire dans une situation, dans un contexte historique déterminé, c'est une toute autre chose. Et le grand péché du monde occidental, c'est d'utiliser le prêche, si vous voulez, c'est-à-dire d'utiliser, de vouloir imposer en quelque sorte ces valeurs aux autres, ce qui évidemment est perçu comme un comportement néo-impérialiste. Oui, parce que quand on regarde par exemple l'histoire de la Chine, on se rend compte qu'au début du 19e, y compris la fameuse révolte des Taiping, les Taiping avaient été travaillés au corps, si l'on peut dire, par les missionnaires anglo-saxons et américains notamment. Et ils les avaient encouragés d'ailleurs à se révolter contre le système impérial, les Mandchous, etc. Et donc, dans les réactions des Chinois aujourd'hui, leur réaction vis-à-vis de l'offensive politique et idéologique occidentale en faveur de la démocratie, voire même Internet, il y a peut-être aussi la mémoire de ce qui s'est passé avec les missionnaires. Il y a en effet plusieurs choses. D'abord, contrairement à ce que l'on dit trop souvent, il y a une forme de démocratie qui se développe en Chine. Il y a sur la Chine des idées extrêmement caricaturales dont il faut faire justice. Mais la mémoire est en effet là. Moi, j'ai un de mes interlocuteurs chinois habituels m'a expliqué un jour, avec des trémolos dans la voix, que dans sa tendre enfance, à Shanghai, dans le quartier des légations, il y avait des panneaux interdits aux chiens et aux Chinois, n'est-ce pas? Alors évidemment, ces choses-là, ils s'en souviennent. Comme ils se souviennent de la guerre de l'opium. Et comme ils se souviennent bien entendu de la guerre de l'opium. Et le fait est d'ailleurs que quand on regarde l'histoire de la Chine, l'histoire du 19e et du 20e, c'est très révélateur. C'est d'ailleurs pour ça que Mao reste aujourd'hui le fondement de la légitimité politique en Chine, ce qui peut paraître étrange quand on sait que les Chinois aujourd'hui sont largement informés sur les crimes et les aberrations de ce régime. Oui, pour eux, c'est lui qui met fin au siècle de l'humiliation en 1949. C'est lui qui rend à la Chine sa dignité nationale. Ça, c'est le côté, si vous voulez, gaullien de Mao. Nationaliste des Chinois. Et nationaliste des Chinois, qui d'ailleurs se renforce plutôt à l'heure actuelle. Et ils sont extrêmement fiers, non sans raison d'ailleurs, de leur réalisation. Alors on a un monde hétérogène, c'est-à-dire avec global. Différents systèmes de valeurs, et un monde global. Alors global, ça veut dire, là aussi, une chose positive et une chose en creux. La chose positive, c'est que la mondialisation et la globalisation a vocation à se poursuivre, parce que la globalisation
ça n'est pas une doctrine idéologique. La mondialisation, c'est la conséquence d'une révolution technologique. C'est la technologie de l'information et de la communication. Révolution qui va se poursuivre, parce que quand on voit déjà ce qui s'est passé toutes ces dernières années, à chaque fois on croit que c'est fini, qu'on en a vu l'essentiel, et on s'aperçoit que peut-être encore aujourd'hui, l'essentiel est à venir, le plus important est à venir. Et naturellement, ceci continuera d'avoir des conséquences absolument considérables et seulement partiellement prévisibles. Alors pour autant, je le disais en creux, parce que ça ne veut pas dire que la mondialisation ne soit pas interruptible. Elle peut être interrompue. Et du reste, la mondialisation qui était en cours à la fin du 19e, oui, au début, l'a été. Le premier capitalisme global s'est fracassé. Et s'est fracassé en 2 temps, avec chacune des 2 guerres mondiales. J'insiste sur le mot mondial, puisque le mot mondialisation, n'oublions jamais qu'il a été employé pour la première fois à propos des guerres. La première guerre mondiale, naturellement, ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale qu'on a appelée la Grande Guerre, Première Guerre mondiale, mais enfin, il n'empêche que le terme de mondialisation, il a été d'abord utilisé pour la guerre. Et donc, effectivement, si on veut interrompre la mondialisation à travers le protectionnisme ou autre, on risque d'avoir en conséquence une nouvelle forme de guerre mondiale. C'est ça qui est en jeu. Sauf que la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée d'Hitler au pouvoir n'est pas consécutive aux mesures protectionnistes. Elle est consécutive à la paupérisation des classes moyennes en Allemagne et à la crise économique. Oui, mais elle est, même si on va, comme toujours, et fort heureusement d'ailleurs, les catastrophes ne sont jamais les résultats d'une cause unique. C'est toujours, comme disait Cournot, des intersections de séries causales indépendantes, ou plus ou moins indépendantes. La situation de l'entre-deux-guerres a été provoquée en fait par la conjugaison, d'une part, des mauvais traités de la Première Guerre mondiale, consécutive, c'est-à-dire toutes les lacunes qui avaient été laissées en suspens après la Première Guerre mondiale, et d'autre part de la crise économique. Et les deux se sont conjugués. Et cette question aussi du mauvais règlement de la Première Guerre mondiale est quelque chose qui, là encore, on dira, les gens qui nous écoutent vont dire, mais il a parlé de la guerre de sécession, de la Première Guerre mondiale, mais j'attire l'attention sur le fait qu'il est impossible de comprendre, par exemple, ce qui s'est passé que ce soit dans la Yougoslavie, dans l'ex-empire austro-hongrois ou encore aujourd'hui au Moyen-Orient, sans remonter, non pas à la Seconde, mais à la Première Guerre mondiale. C'est de là que tout est parti, tout ensuite a été gelé par justement la Seconde Guerre, puis la guerre froide. Qui nous explique l'événement du présent. Et tout ressurgit. C'est comme une débâcle dans le sens de la physique. Je voudrais revenir sur ce monde multipolaire. On voit donc émerger un ensemble asiatique, clairement, où les Chinois ont le leadership, ce qui pose des problèmes avec le Japon, une rivalité ancestrale, la Corée, les voisins s'inquiètent, etc. Il y a un monde islamique autour de la religion. Il y a les Amériques et l'Europe. Autrefois, on parlait de la trilatérale. Vous vous souvenez? Je me souviens, mais j'en ai été un acteur moi-même. Voilà. Oui. Donc, on pensait qu'il y avait 3 grandes zones, chacune ayant leur monnaie, chacune avec un libre marché qui se développait à l'image du marché commun, et chacune allant sur la voie du commerce entre ces 3 zones, mais conservant quand même quelques barrières, quelques frontières, etc. On allait progressivement. Or, tout s'est accéléré. La trilatérale a volé en éclats dans les années 90, etc. Et on a voulu un seul monde, globalisé. Bon. Et on se rend compte que dans ce monde globalisé, il y a effectivement des disparités de concurrence considérables qui introduisent finalement un transfert de richesse des classes moyennes des pays occidentales vers les pays émergents, sans parler des hyper riches, etc. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas un facteur de tension? Et est-ce qu'on ne va pas effectivement revenir un peu sur la mondialisation? Bon, c'est pas une demi-heure qu'il nous faudrait, là, c'est la journée. Bon. Mais donc je me bornerai à 2 ou 3 points, à 3 remarques sur le vaste champ que vous ouvrez. D'abord, n'oublions pas, là aussi, projetons-nous un peu en arrière, que dans les années 60, tout le monde se lamentait, je crois que vous et moi nous nous en souvenons,
sur le tiers-monde, comment faire pour développer le tiers-monde, etc. Ben, il se trouve qu'il se développe. Alors de quoi nous plaignons-nous? Toutes les bonnes âmes disaient qu'il fallait que le tiers-monde se développe. Bien, il se développe. Évidemment, il ne se développe pas de la manière dont les bonnes âmes en question l'envisageaient dans les années 60. Bon. Alors, ce développement, il est irréversible. Il faut voir que la Chine, en l'occurrence, est une très grande civilisation et elle a pour elle également l'espace et la population, ce qui fait d'ailleurs son avantage comparatif aussi par rapport au Japon, qui était limité aussi par son exiguïté et quelques autres facteurs. Alors, le développement de la Chine, il peut y avoir des accidents de parcours. Là, déjà, ça fait plus de 30 ans depuis la réforme de Deng Xiaoping, c'est-à-dire 1978. Ça fait plus de 30 ans que la Chine se développe de manière continue. Il est vraisemblable que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, il y aura des accidents de parcours, de même qu'il y a des cycles économiques. Et ce ne sera pas forcément la fin du monde. Ça fait quand même déjà un certain temps qu'on annonce ces accidents de parcours et ils ne se produisent pas. Eh bien, en général, leur stratégie est assez habile. Bon. En général, les accidents de parcours se produisent au moment où on cesse de les prévoir. Mais enfin, et d'ailleurs, vous venez de dire qu'ils étaient très habiles, ils le sont, et en effet, et d'ailleurs, c'est un mauvais coup pour la démocratie. Il se trouve qu'ils ont une gouvernance absolument remarquable. La Chine est gouvernée d'une manière tout à fait extraordinaire et ceci est aussi une source de méditation. Enfin, il peut y avoir tout de même des accidents de parcours. Néanmoins, la tendance est probablement inéluctable et la Chine va donc s'imposer dans les 20 ou 30 ans qui viennent comme le numéro 1 mondial au bout du compte, très vraisemblablement. Mais cela étant, deux points doivent être gardés en tête. D'abord, comme les Chinois eux-mêmes le font remarquer, une haute personnalité chinoise le disait, une grande conférence que j'organisais l'autre jour à Marrakech, qui s'appelle la World Policy Conference, le Japon et la Chine n'ont jamais été puissants ensemble. Historiquement, le Japon et la Chine n'ont jamais été puissants ensemble. Et je pense que ce genre de remarques, faites par une haute personnalité chinoise, ouvre aussi quelques réflexions. Le second point, qui n'est pas souvent formulé, c'est que la Chine a une immense expérience de gouvernance interne, mais elle en a très peu en matière de politique internationale. La Chine n'a jamais, jusqu'ici, été un grand acteur international. La Chine a toujours été occupée par ses propres affaires, l'empire du milieu, si vous voulez. Et donc, les Chinois sont aujourd'hui un peu mal à l'aise. Ils cherchent à apprendre. Il y a une learning curve, là aussi, sur comment se comporter dans le monde. Les vieux pays européens, ou même les États-Unis, ont appris à la politique internationale. Les Chinois ont peu d'expérience. Et c'est pourquoi des incidents comme par exemple, en conjuguant les deux remarques que je viens de faire, des incidents comme les incidents récents sur la mer de Chine méridionale, par exemple sur les îlots de la mer de Chine méridionale, sont très importants parce que des toutes petites choses peuvent brusquement prendre des proportions et en effet créer de la peur, entraîner des reclassements, le rapprochement par exemple avec les États-Unis, du Japon avec les États-Unis, même de la Corée, etc., sans parler bien sûr des autres grands problèmes potentiels qui demeurent comme la Corée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que les Américains perdent de vitesse économique? On sent bien qu'à terme, les Chinois réfléchissent à la manière de faire de leur monnaie une monnaie internationale. Ils veulent le faire à leur rythme, sur une échéance de 10 ans à peu près. Et il vient d'y avoir un Pearl Harbor diplomatique, car les révélations de Wikileaks, même si nous, on n'a rien appris, je veux dire, on n'a rien appris sur ce qui nous concerne, comme les Italiens n'ont rien appris sur Berlusconi, les Russes sur Poutine. En revanche, étaler aux yeux du monde les réflexions des ambassadeurs américains qui ne sont pas toujours frappés au coin du bon sens, et surtout étaler ce qui se passe au Proche-Orient notamment, c'est totalement destructeur. Je veux dire, les gens n'auront plus confiance dans les États-Unis. Donc c'est un Pearl Harbor diplomatique. Et derrière, on voit que les Américains, confrontés à leur déficit budgétaire, commencent à renier sérieusement les crédits militaires, alors que les Chinois augmentent leurs crédits militaires, notamment en matière de marine et d'espace. Est-ce qu'il n'y a pas là les conditions d'un affrontement futur? Alors là encore, il y a beaucoup de choses. Alors, premièrement, les États-Unis traversent aujourd'hui
incontestablement aussi une crise de confiance. Oui, tout visiteur fréquent des États-Unis se rend compte qu'ils s'interrogent eux-mêmes. Il y a les déclinistes, la déclinologie, etc. etc. Bon. D'où Sarah Palin et le mouvement des... Sarah Palin et tout ça. Et d'ailleurs, à court terme, nous avons aussi un problème, une question qui est assez redoutable, c'est est-ce que pour la première fois, n'est-ce pas, le système politique américain ne va pas se trouver bloqué dans les 2 ans qui viennent. Le rapprochement de ce point de vue-là avec la situation de 1994 et Clinton à mi-mandat, etc., n'est pas bon parce qu'en 1994, le président Clinton avait de bons rapports avec le président, le leader de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, et aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Donc il y a une situation de blocage, total, qui est tout à fait sans précédent. Donc ça n'est qu'un indice parmi d'autres de cette situation, et naturellement les déficits colossaux des Américains, etc. Alors, cela étant dit, je crois qu'il faut tout de même bien garder les proportions des choses. Bon, vous parlez des dépenses militaires, mais enfin, les dépenses militaires américaines, le budget annuel américain de défense représente à lui tout seul plus que la somme de tous les budgets de défense des 10 pays qui suivent par ordre décroissant de dépenses annuelles. Alors, vous voyez, il y a une supériorité absolument écrasante, et la vérité, je crois qu'on peut dire cela pour une fois, la vérité, c'est que les dépenses militaires américaines sont tout à fait excessives et déraisonnables, et traduisent le fait que les États-Unis ont toujours voulu garder une supériorité militaire absolue, non seulement par rapport à leurs adversaires potentiels, mais même par rapport à leurs alliés. À côté de ça, la Chine est un nain. Qu'un pays comme la Chine, qui est en train de se développer, veuille développer des moyens militaires et développer une marine, etc., et même envoyer des gens dans l'espace, est tout à fait normal, tout à fait naturel. On compare des choses qui ne sont absolument pas comparables. Alors, cela étant dit, évidemment, ça n'empêche pas de s'interroger sur tout ce qui peut s'en suivre à l'échelle, encore une fois, non pas de 2 ou 3 ans, mais à l'échelle de plusieurs décennies. D'où la nécessité, d'où le rôle de la diplomatie, des reclassements, des alliances et de tout ce qui bouge. Alors disons un mot aussi sur la monnaie, si vous voulez, puisque vous avez parlé, oui. Enfin, sauf si vous... non. Sur la monnaie. Alors, sur la monnaie, 2 remarques. D'abord, une remarque qui dépasse en fait la monnaie, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas parler monnaie sans parler économie plus généralement. C'est d'ailleurs tout le problème de l'Europe aujourd'hui, de la gouvernance européenne de la zone euro. Ce qui manque aujourd'hui, d'ailleurs aussi bien pour l'euro, pour la zone euro, que pour le monde dans son ensemble, c'est un cadre analytique commun. C'est-à-dire que pour pouvoir faire avancer le schmilblick, il faut pouvoir parler un langage comparable. Aujourd'hui, il n'y a pas au niveau européen et a fortiori au niveau mondial, et notamment entre la Chine et les États-Unis, un cadre de référence méthodologique, si vous voulez, analytique, méthodologique commun. C'est-à-dire que les uns se comportent comme des keynésiens élémentaires, comme on n'osait plus l'enseigner depuis belle lurette. Ça, et les autres... Américains, non ? Et c'est les Américains. Mais enfin, je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu la crise de la Grèce, la France aurait été tentée de suivre cette voie. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, le problème, c'est que quand on a une interdépendance croissante, et que les acteurs de cette interdépendance ne partagent pas un cadre analytique commun, en économie et même en politique, mais surtout en économie, ça ne peut pas donner des résultats mirobolants. Et alors, la monnaie est une conséquence aussi de cela, mais dans la monnaie, il y a quelque chose de spécifique, c'est que pour établir une monnaie comme monnaie de réserve, il faut beaucoup de temps. Et il faut bien voir que le yuan ou le renminbi, aujourd'hui, n'en est même pas encore à la libéralisation des échanges, puisque les contrôles de change sont aujourd'hui encore très importants. Donc, je pense que oui, on peut dire qu'à terme, le yuan pourrait devenir une monnaie de réserve, mais ça suppose énormément de choses, et ça suppose un développement continu relativement tranquille, et également qu'une relation de confiance s'établisse vis-à-vis de la Chine, justement, ce qui n'est pas encore le cas, comme notre conversation le montre bien. Donc, je déduis de tout cela que l'on n'en est pas encore là. Ça veut dire que le G20 et les idées, parce que ce sont les idées de la présidence française, essayer d'aboutir sur un système monétaire international qui évite les yo-yo des monnaies.
Alors, n'est-ce pas, on en revient là, c'est très amusant pour les gens qui ont vécu ou qui se sont un peu initiés à ces sujets, comme c'est mon cas dans les années 60 et au début des années 70, on en revient évidemment à de très vieilles idées, sauf que le contexte a complètement changé. Mais au bout du compte, il s'agit de la remise en question, une remise en question positive, mais une remise en question quand même de la domination américaine. Parce que le problème, c'est que les États-Unis n'exercent plus véritablement le leadership, comme on l'a dit au début de notre conversation, mais en même temps, ils veulent absolument continuer d'avoir les mains libres et de prendre... Ils veulent les avantages sans avoir les inconvénients. Exactement, avoir les avantages sans avoir les inconvénients. Et la question dite du QE2, la Quantitative Easing 2, qui a dominé un petit peu d'une manière inattendue les conversations du G20 à Séoul, est à cet égard très intéressante, parce qu'il est vrai qu'un pays comme les États-Unis ne peut pas prendre des grandes décisions macroéconomiques interne sans avoir un minimum de considération pour les effets externes. Mais on en revient à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire l'absence d'un cadre analytique commun. Et on ne parle pas, effectivement, les Chinois poursuivent leurs objectifs, les Américains ont le leur, les Européens, on se demande bien quel est l'objectif commun des Européens. Alors, sur l'Europe, comme disent les physiciens, dans tout ça, il y a des constantes de temps différentes, parce qu'on a énormément de phénomènes qui interagissent, mais qui s'inscrivent dans des temporalités différentes. Je voudrais quand même défendre un instant l'Europe. Je sais d'ailleurs que... Laquelle vous, les 27 ou les 16 ou Non, mais moi je suis pragmatique. L'Europe, je trouve que l'élargissement... Celle avec la Russie. Ah, non, je parle de l'Union européenne. Bon, la Russie, si on a le temps, on peut en dire un mot. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la temporalité de la construction européenne, l'unité de temps, c'est la décennie. Et de ce point de vue-là, ce que n'oublions jamais, que ce que nous avons fait en moins de 60 ans est absolument extraordinaire. Et personnellement, je trouve que l'accroissement à 27 a été trop rapide, mais on n'avait sans doute pas le choix. C'était la conséquence de l'effondrement du système soviétique. Il faut donc absorber tout ça. Mais comme quelqu'un qui sillonne le monde en permanence, je peux vous dire que l'Europe intéresse énormément de gens. Pourquoi l'Europe intéresse-t-elle énormément de gens? D'une part, à cause de son soft power, parce que chacun sait aujourd'hui que l'Europe n'a aucune prétention impérialiste, et elle a encore de beaux moyens économiques, et d'ailleurs, et même sur le plan militaire, elle les utilise, ces moyens, d'une manière qui va dans le sens de la paix, le peacekeeping, comme on dit, etc., etc. Mais il y a une autre raison. Cette autre raison, c'est que tout le monde se rend compte au moins implicitement, que dans 1 ou 2 siècles, j'ai parlé un peu du passé, maintenant je me projette, si vous voulez, sur 1 ou 2 siècles. Imaginons cet entretien vers l'an 2150. Eh bien, dans 1 ou 2 siècles, ou bien le monde sera, du point de vue organisationnel, une vaste Union européenne, ou bien il aura sombré dans le chaos. Parce que la conséquence de la révolution technologique, qui peut imaginer les révolutions technologiques à venir, le type de révolution technologique qu'il peut y avoir dans les 100 ou 150 ans qui viennent. Mais tout ça va avoir pour effet de rétrécir considérablement le monde et d'obliger par conséquent à des formes de gouvernance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Or, de ce point de vue-là, l'Union européenne est le laboratoire politique le plus extraordinaire qui existe. C'est pour ça que l'Europe, pour l'ensemble de ces raisons, je crois que nous ne devons pas trop nous-mêmes cracher dessus. Et de ce point de vue-là, j'ajouterais que la crise, disons, grecque, pour simplifier, est une chance extraordinaire, parce que quiconque a fait un tout petit peu de théorie des jeux sait bien que quand on est un grand nombre, 27 en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelque chose? Bon, comment voulez-vous mettre d'accord? Je ne sais pas combien de personnes qui nous écoutent, je veux dire, dans la salle, mais enfin, si on devait se mettre d'accord sur quelque chose, bon, la seule façon de se mettre rapidement d'accord sur quelque chose quand on est nombreux, c'est que les conséquences du non-accord soient extrêmement négatives pour chacun. Face à un danger immédiat. Face à un vrai danger, ce qui est le cas aujourd'hui pour l'euro. Et l'affaire de la crise grecque, Portugal, etc., nous contraint à faire ce que nous aurions dû faire dès le début, c'est-à-dire à mettre en place une gouvernance non seulement monétaire, mais économique et fiscale, comme on dit en franglais. Oui. Nous parlerons peut-être une autre fois de la Russie, de l'Afrique, parce que c'est un vaste sujet aussi. J'en reviens d'ailleurs, oui, et je suis plutôt optimiste pour l'Afrique d'ailleurs. Bien. Mais ça sera pour une autre fois, car nous sommes au bout de ces 30 minutes. Thierry de Beauvoisin, merci. Merci. Et à bientôt.